Merci. Écoutez, j'avais prévu une intervention de 3/4 d'heure qui se réduit à 1/4 d'heure, donc je vais essayer de recentrer tout ça. D'abord, lorsqu'on parle d'évaluation, on ne peut pas, effectivement, aujourd'hui dans les politiques publiques, évacuer l'évaluation. Évacuer l'évaluation, c'est évacuer la responsabilité. Donc il convient effectivement que l'évaluation soit inclue totalement dans les modes d'action gouvernementaux. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faudra pas confondre évaluation des politiques publiques, dont on sait, et vous, mesdames et messieurs hommes politiques ou conseillers, vous savez très bien que ces politiques publiques ont des répercussions à moyen et long terme. Réclamer d'une politique publique une réaction dans un pays de 10 millions d'habitants sur 4 à 5 mois, c'est qu'on ne parle plus de politique publique, on parle d'action publique. Alors oui, on peut avoir une action forte, publique, très pointue et destinée à un espace très précis, mais alors là, nous allons pouvoir évaluer cette action-là. Évaluer une politique publique dans le champ de la santé, je prends cet exemple-là, ne peut pas être évaluée sur l'immédiat par une mortalité qui d'un seul coup va diminuer dans les 6 mois qui viennent, ou parce qu'il y aura effectivement dans les espaces de vie une espérance de vie plus grande dans les 3 mois qui viennent, ou dans les 15 jours, ou dans les 1 an qui viennent. Donc faisons attention au temps et ne nous laissons pas non plus piéger dans des évaluations qui sont des évaluations sur des pensées à moyen terme que l'on réclame tout de suite. Le troisième point préalable, c'est que généralement, l'évaluation est quantitative. Je peux dire aujourd'hui, effectivement, le discours de mon collègue est un bon discours. Pourquoi pas? D'accord? Mais je vais peut-être l'évaluer au nombre d'applaudissements qu'il aura, alors ça sera un peu mieux. Et il les aura sûrement. Je veux dire par là qu'il faudra bien mesurer ce niveau-là de manière quantitative. Or, pour avoir une bonne évaluation quantitative, il faut des bons chiffres. Il faut des bons indicateurs. Les bons chiffres, ils ne sont pas pensés quelquefois par les bonnes personnes. Et donc, une mauvaise personne qui pense des bons chiffres, c'est pas sûr que ce soit vraiment des bons chiffres. Donc on peut les orienter relativement facilement. Et je vous dis ça parce que tous les pays du monde ont droit à ces vrais mauvais bons chiffres ou ces vrais bons mauvais chiffres. Et donc on les sort au moment où on a intérêt à les sortir. Et donc, ça pose effectivement le problème d'un appareillage statistique qui n'est pas parfait en Tunisie, qui n'est pas parfait ailleurs aussi, et qui pose quelquefois problème à la discussion. Donc, en ce qui me concerne, je ne me suis pas séparé de cette évaluation des politiques publiques, mais peut-être qu'il est bon à ce moment-là d'évaluer non pas les résultats systématiquement, mais évaluer les processus. Et c'est-à-dire comment finalement a-t-on bâti ou construit-on nos politiques publiques? On peut passer à la première diapositive, parce que j'en avais prévu 50, on va en faire un peu moins. En évaluation des politiques publiques, moi je mets 2 préalables. Si je veux évaluer la bonne construction d'une politique publique, d'un seul coup je regarde d'un côté si j'ai pris en compte dans ma construction l'ensemble des acteurs qui doivent participer à la construction de ces politiques publiques. Et le deuxième point, c'est, je dirais, le courage du changement ou les forces du changement en période de transition. Comment et de quelle façon est-on capable ou a-t-on la force ou le courage de changer? Et donc je vais passer un peu sur ces 2 points-là en 2 parties. Sur le premier point, et on peut passer à la diapositive suivante, non, juste avant. Ouais, c'est très bien ça, très bien. Donc, on s'aperçoit que dans les modèles de base de construction d'une politique publique, on a partout dans le monde le même type d'acteurs, mais peut-être pas le même niveau d'intervention. Dans le secteur public, on a évidemment le niveau national que j'ai mis au centre, qui est la responsabilité de la nation, celui qui est affiché en tant que tel. Mais on a dans le même temps, un degré supranational qui existe dans tous les pays. Imaginons par exemple, je ne sais pas, qu'il y ait un prêt de la Banque mondiale d'1,8 milliard d'euros qui arrive dans un pays. Qu'en fait-on? Est-ce qu'elle va influencer de quelle façon notre
notre politique nationale, comment tout cela va se négocier. Est-ce qu'elle est celle d'une politique nationale voulue ou d'une politique nationale contrainte? C'est un premier point. Après, il y a le niveau sous-national, non pas sous, mais en dessous, mais le niveau local. Comment, dans mes politiques publiques, je vais interroger ce niveau local? Et là, s'il n'est pas interrogé, on sait très bien que dans l'évaluation de la politique publique, ça va bouger sur certains territoires parce qu'ils n'auront pas été pris en compte. Et puis il y a le secteur privé, et j'y reviendrai après un peu dans le détail. Il y a celui des compagnies privées. Je n'ai pas besoin de vous d'évoquer les périodes que vous avez vécues, dans lesquelles, ou subies plutôt, dans lesquelles effectivement l'intérêt privé et l'intérêt public se retrouvaient sur l'intérêt personnel. Et donc évidemment, combien il est facile de montrer que les entreprises privées arrivent dès lors que l'argent ne va plus dans la poche du citoyen, mais va dans sa propre poche. Donc il y a aussi des constructions privées, mais ça existe dans très nombreux pays, de très très nombreux pays. Donc ce secteur privé, il est à manipuler avec précaution. Il faut qu'il soit présent, mais il faut un véritable contrôle de l'État. Et puis il y a, pour moi, le centre du système, c'est-à-dire les citoyens, l'usager. Ce citoyen, est-ce qu'il participe ou est-ce qu'il ne participe pas? Et j'évoquerai peut-être tout à l'heure certaines méthodes qui nous permettent de dire, finalement, cette politique publique, elle a été construite sur ces 5 espaces-là, avec plus ou moins de force dans ces espaces, ou alors il y a eu un oubli, et là j'ai peur des résultats, ou alors il y a eu, finalement, quelque chose sur lequel la population ou le citoyen n'a pas été assez consulté, et là j'ai peur des résultats. Je vous prends un petit exemple rapide, qui est un exemple franco-français, comme ça on est tranquille. Une politique qui montre après, à la fin, que la politique, quelle qu'elle soit, quelle que la volonté de réforme, l'évaluation devient mauvaise, puisque à un moment, on promulgue une réforme, on met en place des décrets d'application, et le lendemain, on annule effectivement la réforme. Alors, est-ce qu'on va l'évaluer? On va l'évaluer non pas dans les résultats qu'elle aurait pu avoir, mais dans la médiocrité dans laquelle elle a été pensée. Et tout respect que j'ai vis-à-vis de mon président François Hollande, lorsqu'on parle évidemment de l'écotaxe, qu'est-ce qui reste de l'écotaxe en France aujourd'hui sur nos autoroutes? Des monuments métalliques qui ne sont pas utilisés, puisque tout a été arrêté le lendemain de la promulgation de la loi. Donc cette écotaxe qui visait à faire payer par des appareils automatiques tout le système de transport français a été arrêté le lendemain de son application. Donc ça pose le problème de est-ce que finalement tout le monde a été consulté dans ce domaine? Est-ce que finalement, puisque s'il y a une réaction telle de partis politiques, d'opposition, de professionnels, de personnes du terrain, c'est qu'à un moment, on n'a pas consulté, on n'a pas effectivement écouté. Et donc, ce résultat-là devient une image difficile après pour un pays. Alors on va rentrer sur tout de suite la numéro 9, merci, vous avez une certaine dextérité, voilà. Alors si on prend le centre, l'espace national, l'État national, qu'est-ce que veut l'État national aujourd'hui? Globalement dans le monde, je ne me référerai pas spécialement à la Tunisie, c'est évidemment vouloir changer. En transition, on veut changer. Mais les institutions ne changent pas d'elles-mêmes. Ce n'est pas parce qu'il y a un résultat politique qui est positif à un parti que, en même temps, les institutions disent ça tombe bien, je change. Pas du tout. Je regarde, j'attends, j'observe. Que veulent-ils faire? Et donc ce changement voulu politiquement n'est pas suivi ensuite administrativement et pose le problème d'un développement de politique publique voulu par des élus, mais non relayé par une administration. Je n'ai pas regardé vos comptes dans le détail, mais je ne suis pas sûr du tout que vous n'ayez pas eu quelque part des volontés politiques avec des sommes allouées sans que ces sommes aient pu être distribuées. Dans certains cas, il ne suffit pas, et j'en discutais encore hier soir, d'ouvrir une ligne budgétaire pour dire la politique se fait. On est d'accord. Et vous avez bien compris que si demain matin, vous confiez à votre fils de l'argent sans lui dire pourquoi faire, s'il est honnête, il ne le dépense pas. Je te dirai à quoi le dépenser. J'arrive.
Et donc la poche est pleine là, en fin de journée. Il ne peut être pas content, en fin du mois aussi. Donc pose ce problème-là des institutions qui ne changent pas. Parce que vous avez compris, chacun d'entre nous, on a envie de changer. Même nous-mêmes, nous avons du mal à changer. Imaginez une institution qui doit changer au moment de transition politique aussi forte, porteuse effectivement de grands questionnements, de démocratie, de changement, tout en gardant en même temps, et vous l'avez gardé, et je dois honnêtement vous saluer, tout en gardant un esprit, celui de votre civilisation tunisienne. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire changer en gardant un esprit et une culture de civilisation tunisienne, c'est plus compliqué, effectivement, que de changer ou de matin, par exemple, je vais être provocateur, vous dire, bah, écoutez, vous prenez une référence de civilisation américaine. Là, un changement peut se faire. Mais bon, je ne vous conseille pas. Voilà. Quand je ne vous conseille pas, c'est-à-dire qu'il y a là aussi des ancrages personnels qui sont des ancrages forts et importants. Alors, qu'est-ce que font les États quand ils arrivent, les nouveaux gouvernements? On a mis effectivement plus de concentration sur la performance, soyez plus performants, augmentez les probabilités de meilleure performance, et on peut passer à la page suivante. Donc il y a des pressions. Non, juste avant, merci. Il y a donc des pressions internes et des pressions externes qui arrivent au niveau national. Les pressions internes, c'est quoi? Ben, il va falloir monter des plans pluriannuels, des plans opérationnels, il faut changer l'état d'esprit des personnels en place, il faut augmenter, il faut changer le système financier et plus l'accès sur le résultat, pas sur le résultat de mes intérêts personnels, mais sur le résultat de l'intérêt d'une nation. Il faut avoir des contrats internes qui permettent de mieux contrôler ce qui se passe. Il faut des systèmes de mesure de performance. Comment faire cela en si peu de temps? Que choisir? Comment effectivement y arriver? Sachant que vous avez en même temps des pressions externes, les mécanismes de marché à l'intérieur du service public, des appels d'offres, des études comparatives qui arrivent, des modernisations qui veulent se mettre en place. Donc, un gouvernement qui, en période normale, est déjà bousculé, en termes de transition, au moment où il y a des réellement changements démocratiques, pose le problème de la construction des politiques publiques, plus que de penser immédiatement cette évaluation. Donc, on est sur 4 points, ça fait toujours bien, il faut maintenir, c'est-à-dire maintenir en place quand même, parce que si on dit les choses, la plus grande difficulté de tout gouvernement en fragilité, et ça a été le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Espagne aujourd'hui, un pays ne peut pas se payer le luxe de gouverner et en même temps de rentrer en discussion avec une opposition forte. L'opposition et une majorité posent le problème. Moi, je trouve que c'est la vraie base démocratique. Mais ça pose le problème du temps pris à des luttes, je dirais, des luttes internes que je peux comprendre sur le fond, mais qu'un pays, je dirais, fragilisé, ne peut pas se permettre aujourd'hui. Aujourd'hui, la France s'use à s'opposer en une droite et une gauche dans une perspective de présidentielle. La Grèce s'est opposée dans une situation difficile, et on a vu où elle est arrivée, avec une opposition aussi très forte. Elles sont aussi bien de droite ou de gauche, c'est pas ma question. L'Espagne aussi s'use là-dessus. Malheureusement, le luxe de la démocratie, c'est de pouvoir avoir des partis d'opposition lorsqu'on est riche. Eh bien, lorsqu'on est en difficulté, il convient de maintenir certaines choses et d'être raisonnable. Ça ne veut pas dire ne rien changer, mais maintenir un certain nombre de choses. Il faut moderniser parce que je crois que nos pays ne peuvent pas entendre la non-modernisation. Vous l'entendez, vous l'avez vu, moi j'ai beaucoup d'étudiants tunisiens qui circulent depuis longtemps. Ils ont changé, vos étudiants tunisiens. Hein, ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont effectivement dans une économie mondialisée, ils gardent leur attachement à leur pays, tout pour autant, ils n'ont pas les mêmes références culturelles, ils ont des références culturelles qui passent par des réseaux sociaux, qui passent... Voilà, et donc tout cela, il faut aussi l'intégrer. On n'a pas les mêmes loisirs aujourd'hui qu'eux. Alors, vous êtes jeune, vous, mais en ce qui me concerne, j'ai plus les mêmes loisirs. Et donc, il faut aussi intégrer cette modernisation. Quelles sont les provocations de notre jeunesse? Il faut marketiser, je l'ai fait exprès, pour pouvoir vous provoquer là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut se vendre. Un système public qui est triste et qui ne se vend pas n'a pas une bonne évaluation de la part de la population.
Si vous vous vendez mal, vous avez bien compris. Alors moi j'essaie de me vendre bien, je fais un sourire, vous voyez, je fais des gestes, tout ça. C'est mieux que si j'étais là, un peu triste à vous parler de manière annonnée. Alors, mais il n'y a pas que ça, il faut du fond, et j'espère en avoir en tous les cas, et un fond partagé, mais une politique publique se doit de savoir se vendre. Et donc, on aurait pu vous reprocher, ou on peut reprocher encore aujourd'hui, à de nombreux pays, bien la Tunisie, un manque de communication. Ou une mauvaise, ou une communication mal adaptée. Et ça pose un problème. Sur le fond, c'est quelquefois plus difficile qu'un mauvais résultat, une mauvaise communication. Et puis il y a aussi quelquefois minimiser, c'est-à-dire minimiser les coûts. Je pense qu'il y a, et j'en suis certain puisqu'on les découvre partout, énormément de coûts cachés dans l'administration publique. Bon, vous aviez, sous un certain régime, ce n'était pas des coûts cachés, c'était des super coûts cachés. Bon, mais qui étaient faits pour autre chose. Mais là, il y a même avec honnêteté, on a des coûts cachés aujourd'hui, parce que c'est mal géré, parce qu'on oublie, parce qu'on ne pense pas que ça soit nécessaire. Ces coûts cachés, ils sont importants, et c'est cela qu'il faut chercher. Et vous l'avez compris, regardons nos propres maisons où nous avons la chance quelquefois de bien vivre. Nos coûts cachés, c'est quoi? C'est la mauvaise gestion de notre frigo, tout simplement, où on va jeter de temps en temps des produits non utilisés. C'est la surconsommation de bouquins qu'on ne lit pas, la surconsommation de vêtements qu'on ne met pas ou qu'on ne met plus, ou qui ne plaisent plus. Ça, ce sont des coûts cachés familiaux, mais les coûts cachés d'une administration publique existent aussi. Alors, on passe maintenant au niveau sous-national, au niveau local, et on peut tout de suite aller à la diapositive suivante. La décentralisation, pourquoi? Alors, en France, on l'a mis en place en 82. De nombreux pays dans le monde entier, alors sauf dans des constructions fédéralistes comme c'est le cas des États-Unis ou de l'histoire de l'Allemagne, ont compris que l'État devait exister et se maintenir, mais qu'il ne pouvait pas se maintenir sans un pouvoir local. Alors, trop d'État tue, trop de décentralisation tue. C'est-à-dire, effectivement, laisser l'État se diluer dans l'espace local perd effectivement la puissance d'un État qui pourrait être l'État tunisien comme l'État français. Et donc, on l'a vu dans la décentralisation française, qui est une référence en tout cas, c'est là où on peut voir les choses. Forte décentralisation 86, très forte décentralisation jusqu'en 92. 92, hop, on revient, l'État reprend les rênes pour essayer de décider des politiques publiques. L'État doit avoir des relais, mais ne peut pas donner sa puissance, la totalité de sa puissance au niveau local. En revanche, elle doit déléguer certaines compétences, des compétences de proximité qui sont évidentes. Et je ne crois plus aujourd'hui à un État tout-puissant sans une décentralisation qui soit réelle, forte, proche du peuple. Mais il n'y a pas pour mission de pouvoir créer une nouvelle administration, mais comme mission d'une administration en relation avec le local. Et ça, c'est pareil fondamental. On peut passer à la page 15, si vous permettez. Voilà, merci monsieur. On va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Alors là, on a effectivement le supranational, on a le national et le sous-national qui vont regarder l'espace privé. Tout espace et tout gouvernement en transition ou en mouvement se trouve arrivé avec un questionnement. Que dois-je faire sur mon territoire national avec ces entreprises privées, puisque l'État est pas exsangue. Vous avez un pays qui aujourd'hui a 50% de dette, ça fait beaucoup dans la tête. La France est à 80% endettée. C'est pas pour vous rassurer, mais ça veut simplement dire que le concept de la dette est à nuancer. Et est à nuancer, c'est plus sa capacité à rembourser qu'il faut voir. C'est pas le montant. Il faut que j'arrête. Voilà, c'est marqué. Bon, je vais donc accélérer. Bon, 5 minutes. Si c'est faisable, ça sera faisable. Donc, ces compagnies privées sont interrogées. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça peut être l'objet d'un débat. En tous les cas, ce que je considère, c'est qu'on ne peut pas laisser, sinon on serait dans les années 70, on ne peut pas laisser des grandes compagnies privées exploiter uniquement une main-d'œuvre pas chère ou des ressources, sans que l'État ne se retrouve pas et la nation ne se retrouve pas intéressée.
on ne peut pas non plus laisser exploiter sans qu'il y ait des industries de transformation sur le pays. Et ça, c'est fondamental. Ou, à minima, que des entreprises de services qui viennent s'accoler aux entreprises de production soient des entreprises nationales. C'est-à-dire comment mêler intelligemment entreprises privées et esprit public, tout en respectant l'esprit privé, mais tout en ayant un véritable contrôle et des comptes rendus de l'esprit public. J'avais prévu 10 slides, j'ai 5 minutes, donc je raccourcis. On passe donc à l'espace... hop, je vais vous dire ça. Eh bien, écoutez, on va aller à la page 27, oui, 27. Je reviendrai là-dessus. Donc, on a ensuite le collectif des citoyens. Et là, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Monsieur, la diapo suivante, voilà. Monsieur, la diapo suivante. Voilà. Le débat aujourd'hui au niveau des citoyens, il est celui-là, celui des politiciens, dont certains d'entre vous font partie, celui des fonctionnaires et celui des citoyens. C'est-à-dire comment, effectivement, bâtir un modèle, ce n'est plus aujourd'hui un discours uniquement politicien-citoyen. N'oubliez jamais que lorsque vous êtes en train de construire des politiques, lorsqu'on est en train de construire des politiques, la personne que voit le citoyen, c'est la personne qui est au bureau. C'est celle qu'elle rencontre. C'est celle qui lui dit non. C'est celle qui est absente. C'est celle qui n'est pas compétente. C'est celle qui a oublié. C'est celle qui vous rejette, qui vous dit écoutez, je ne veux plus vous. Voilà. C'est celle-là qu'elle voit. Ce n'est pas l'homme politique, ni le chef de bureau, ni le directeur de cabinet. Et donc, en gros, comment demain matin, ce qu'on appelle le front desk, comment finalement les personnes qui sont face à ces citoyens répondent, comment elles ont intégré la façon de répondre aux exigences. Et ça, c'est un élément fondamental. La page suivante nous montre très bien que l'évaluation des services publics, elle est d'un côté et donc ça veut dire qu'il faut, dès l'origine, construire la politique publique avec le citoyen client. C'est comme ça qu'il faut la construire. Et j'aurais tendance à dire que je suis un peu triste de ne pas voir un certain nombre de pays ne pas tester ces politiques publiques en essayant d'avoir un champ d'expérimentation. Vous voyez, quand on plante dans un jardin quelques plantes, on va d'abord essayer avec 2, 3 pour voir si ça pousse. Si ça pousse bien, on peut en mettre plusieurs. Et j'ai peur de ces politiques publiques qui sont lancées sur un État-nation sans les avoir expérimentées sur un petit espace. Et on s'aperçoit que cela est fondamental. Comment? Alors choisissons les espaces. Un espace rural qui a besoin de comprendre qu'un État réagisse tout de suite, on peut lancer. On devient sur une action publique centrée sur un espace local et d'un seul coup, on peut l'évaluer d'une autre façon, de manière plus forte. Voilà, donc la page suivante est là. Vous avez compris que évaluer une politique publique, c'est évaluer ces 5 niveaux d'activité, ces 5 niveaux d'interpénétration et les processus que vous avez mis en œuvre, avant même, quelquefois, d'évaluer les résultats, mais je respecte évidemment le révélateur des résultats qui vient avant. Si vous me permettez 2 mots pour terminer, je vous remercie. Le deuxième point, et vous allez à la page 33, qui est un chiffre. Merci, monsieur. Après, il y a la volonté et la capacité ou le courage de changement. Le courage de changement, et je terminerai là-dessus, c'est passer effectivement d'un état initial, celui qui finalement ne nous plaît pas ou était avant, à un état final. Il y a 4 niveaux qui nous amènent à changer. Le premier niveau, c'est la satisfaction des acteurs. La satisfaction des acteurs, on le sent, c'est une population qui commence à bouger. Des institutions qui ne sont pas satisfaites. Et puis arrive un deuxième stade qui sont des valeurs et des visions concurrentes. Généralement, on passe à une révolte et une révolution. Vous avez connu. Ces 2 éléments-là vous amènent à une révolte et une révolution parce que ce mécontentement est institutionnel, il est fondamental, il est exprimé par un peuple, il est exprimé par des hommes politiques, il est exprimé par des forces syndicales, etc. La troisième phase dans les pays en transition, c'est la distribution du pouvoir. Comment se fait après cela la distribution du pouvoir? Par des voies démocratiques, par des voies électorales, c'est l'exemple que vous donnez en tous les cas aux yeux du monde, en construisant une constituante, en mettant une nouvelle constitution, et ça, c'est une distribution qui fait honneur très largement à un pays, qui rassure demain matin sur les transitions existantes.
c'est-à-dire une transition qui aboutit à une nouvelle constitution, démontre qu'il y a eu débat, qu'il y a eu aussi, là-dessus, travail fait, mais peut-être pas suffisamment de manière économique. Et puis il y a après la capacité à changer. Et ça, c'est le plus difficile. C'est la capacité à changer. C'est-à-dire que, est-ce que l'on a aujourd'hui, je vais prendre quelque chose qui fâche, je le dis souvent dans mon pays, il n'y a pas de raison que je ne le dise pas dans un de mes pays de cœur. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui de la Caisse générale de compensation? Est-ce que je vais en parler encore pendant 10 ans? Est-ce que je vais évaluer ces 4,5 milliards de déficit par an? Est-ce que je vais l'évaluer tous les ans en disant, mon Dieu, cette année c'est un peu moins, l'année prochaine c'est un peu plus? Est-ce que je change? Comment je change? De quelle façon? Est-ce que finalement, ce qui avait prévalu à un moment d'une crise de forte inflation et d'une crise pétrolière est encore valable aujourd'hui? Non, excusez-moi de vous le dire, non, c'est pas valable. C'est-à-dire qu'il faut changer. Mais qui a la capacité et la volonté, effectivement, de changer? Alors, on est là sur, finalement, si je peux changer, quel espace de temps je vais pouvoir le faire? Est-ce que des élections futures m'empêchent de changer? Parce que la population va mal, effectivement, interpréter certaines choses. Ou alors, est-ce que je suis capable de changer en démultipliant des effets de communication? Est-ce que je suis capable de changer en démultipliant des effets de communication, mais des effets de communication ciblés sur tout le territoire, non pas à l'international uniquement? Est-ce que je suis capable de changer en montrant aux organismes, aux offices non gouvernementaux, aux organisations supranationales, que l'argent qui va être donné va être utilisé selon nos modes de pensée pour le bien-être d'une population, mais pas spécialement d'intérêts privés qui peuvent être dans un pays? Est-ce que je suis capable de l'annoncer? Et je crois qu'il faut le dire, il faut le parler, il faut l'annoncer. Vous avez bien compris, aucune leçon à donner à qui que ce soit. Changer, c'est une belle phrase. Elle est dite souvent, hein, pour ceux qui ont des enfants. Oui, je te promets, papa, maman, demain je vais changer. C'est pas sûr que ça se fasse comme ça. Hein. La promesse est belle, elle est souriante, mais en même temps, ce changement, il faut l'accompagner. Ça réclame des forces, ça réclame effectivement du courage, ça réclame des moyens. Et je dirais, pour terminer, faisons attention que ces changements ne sont pas uniquement portés politiquement, ils doivent être portés avec une communication avec la population, mais aussi avec une administration sur laquelle il convient d'avoir une exigence majeure. Une exigence majeure. Parce que les administrations qui s'endorment sont des administrations qui coulent effectivement des pays. Et j'ai pu le voir dans mon propre pays, dans certains espaces où il a fallu quand même dépoussiérer pas mal de lieux. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas chez vous. Enfin, j'espère que c'est à peu près quelque chose que vous avez pris en compte. Écoutez, je vous remercie de votre attention.